Alors, je suis devant la photo qui introduit l'exposition de photographie Voyage de mémoire et au Kunstfoyer, ici à Munich. C'est une exposition sur le thème de l'identité juive, mais pas seulement, sur aussi d'autres chapitres qui font écho à l'histoire finalement du peuple juif ou de l'identité juive et des problèmes, des questionnements plutôt sur l'identité. C'est une exposition et un catalogue qui ont été conçus par Paul Salmona, le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et par moi-même à Paris. Mais qui est ici montré donc, pour la première fois en Allemagne. Je trouve que c'est à la fois très satisfaisant parce que c'est un très bel espace, je trouve, et en même temps important que ce travail soit montré en Allemagne, pour moi. C'est pas... Voilà, c'est quelque chose de peut-être un peu sensible, parce que c'est une question qui évidemment ramène à l'histoire et à un passé douloureux, mais je pense que c'est important. Il y a beaucoup de textes aussi, parce que dans ma démarche de photographe, je ne cherche pas seulement la belle image, mais aussi de raconter des histoires. Donc il y a beaucoup de textes qui sont à la première personne, où je parle de mon expérience et des fois au moment de la prise de vue. Donc voilà, vous allez découvrir cette exposition Voyage de mémoire. Alors cette photo, je l'ai faite dans les années 80, dans le cadre de ce travail en quête d'identité. Et c'est une image qui est importante pour moi parce que bon, j'aime bien sa composition en V, mais surtout, c'est le regard de ce petit garçon à la casquette qui m'a attiré. Et vous savez, ce que j'aime bien dans le processus de la photographie, c'est finalement comment l'inconscient entre en fait dans le processus de la prise de vue. Au moment de la prise de vue, j'ai été attiré par ce regard un peu inquiet, qui faisait sans doute écho à quelque chose dans ma propre vie, mais ensuite, plus tard, quand j'ai découvert cette photo sur le papier, en tirage, tout de suite, j'ai pensé à la photo qu'on a tous, en fait, dans notre mémoire collective, du petit garçon à la casquette, avec les bras levés, du ghetto de Varsovie. Mais au moment où j'ai fait la photo, j'en étais pas conscient. C'est ça que j'aime bien dans la photographie. C'est comment l'inconscient et le conscient s'entrechoquent et s'interfèrent. Alors en fait, je me suis plongé dans cette enquête d'identité dans les années 80, alors que j'étais jeune et j'avais un problème d'identité moi-même. Je ne me sentais ni complètement français, ni complètement juif. Et à vrai dire, je ne savais rien du judaïsme. Mes parents ne nous ont pas transmis finalement leur histoire, ni aucune culture. À la maison, on ne parlait ni yiddish, ni hébreu, on ne mangeait ni le couscous, ni le gefilte fish. Donc on était vraiment français, quoi. Sauf que l'assimilation n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai eu besoin de faire toute cette introspection et par la photographie, comme une espèce de psychanalyse, à travers les images des autres, où petit à petit, je me reconnaissais ou pas. Et au départ, pour moi, c'était les juifs, c'était eux, c'était les religieux. Parce que c'était visible et parce qu'ils avaient toute une connaissance du judaïsme, des traditions, et moi, finalement, je ne me sentais pas vraiment juif. Je n'avais pas l'impression d'être légitime en disant que j'étais juif. C'était les autres qui me renvoyaient cette image des juifs, en me disant « mais Zachman, c'est pas français », etc., etc. Donc j'ai fait tout ce travail pour petit à petit
finalement m'identifier à certaines images qu'on va voir plus loin, et pour finalement comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule identité et qu'on peut très bien être juif sans être religieux, ce qui est mon cas. Bonjour, je suis Paul Salmona, le directeur du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. J'ai été le commissaire de l'exposition Patrick Zachman, Voyage de mémoire, avec Patrick lui-même, et de la reprise de l'exposition ici au Kunstfoyer à Munich. Sur cette photographie où l'on voit Simone Weil, lors de ce rassemblement de survivants à Jérusalem, Simone Weil est déjà présidente du Parlement européen. En France, elle a eu un rôle exceptionnel, puisque revenue de déportation, elle a été déportée avec sa mère et sa sœur qui ne sont pas revenus. Elle est devenue juriste, elle a eu un rôle très important dans la réforme des prisons. Ensuite, elle a fait voter la loi en faveur de l'avortement, alors qu'elle était ministre, et ensuite elle est devenue présidente du Parlement européen. Lorsque Patrick la photographie, il ne s'attend pas du tout à la retrouver dans ce rassemblement de survivants où elle est simplement venue comme simple témoin, mais on voit bien sur la photo que les autres la considèrent en quelque sorte et la touchent comme si elle était un saint laïque. En 1981, lorsque Patrick Zachman a pris ses photos de survivants à Jérusalem, il n'a pas osé leur demander leur nom. Aujourd'hui, il le ferait certainement. Et donc, lorsque nous avons préparé l'exposition, nous avons essayé de savoir qui étaient ces hommes et ces femmes. Nous n'avons pas réussi à le savoir, mais ce que nous avons appris, c'est que lorsque les survivants des camps portent un tatouage, c'est qu'ils ont été déportés à Auschwitz-Birkenau. La plupart des survivants tatoués reviennent d'Auschwitz-Birkenau. Dans les autres camps, et en particulier dans les camps strictement d'extermination, on ne tatouait pas les déportés. Ici, on a une série en fait, sur les rescapés, les survivants, en fait, les survivants des camps de concentration nazis. Lorsque j'ai appris que le premier rassemblement de ces survivants aurait lieu en Israël, c'était en 1981, j'ai tout de suite foncé, j'ai pris un avion et je voulais absolument être là-bas et faire des portraits de ces survivants qui, je savais, allaient disparaître bientôt. Et c'était au moment, dans les années 80, où il y avait une résurgence de l'antisémitisme en France, et avec des attentats, notamment à Copernic, etc., et la naissance de ce qu'on appelle le négationnisme, qui me rendait absolument furieux, que je ne pouvais pas accepter. Et donc j'ai fait cette série de portraits. J'ai choisi un mur neutre pour extraire ces gens de l'événement, pour que ça devienne intemporel. Et je leur ai demandé de poser. Alors ils me demandaient toujours pourquoi. Et je racontais mon histoire, je racontais ce que je faisais. Ils étaient toujours très touchés parce que c'était une démarche très personnelle. Je n'étais pas en commande, c'est moi qui décidais de faire ça. Et je leur disais, voilà, c'est pour la mémoire. Et ça, ils comprenaient très très bien. D'ailleurs, ils étaient là pour ça. Et c'était l'été, donc on voyait souvent leurs tatouages. Et pour moi, c'était important de garder ce témoignage. Voilà. Et donc, cette femme, par exemple, qui montre l'étoile juive qu'elle a portée, c'est elle qui me l'a montré, c'est pas moi qui l'ai demandé, et elle me la montre, mais comme vous voyez, elle ne regarde pas l'objectif. C'est comme si elle le prend comme ça, du bout des doigts, comme si elle en avait honte. C'est donc une série qui est importante pour moi, parce que aujourd'hui, malheureusement, l'antisémitisme renaît, et le négationnisme aussi, donc c'est important d'avoir ces documents. Cette photo de M. Ben Amran, prise en 1981, est typique du remplacement progressif par des Juifs venus d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, dans le quartier de la Confection, qu'on appelle le quartier du Sentier à Paris.
Donc les Juifs d'Afrique du Nord, qui sont arrivés à partir des années 60, ont progressivement remplacé les Juifs de l'Est de la France et d'Europe centrale dans ces métiers traditionnels qu'étaient les tailleurs, les fourreurs, les chapeliers, les fabricants de casquettes, bref, l'ensemble des métiers du textile. Et aujourd'hui, progressivement, ce sont les Turcs et les Chinois qui ont pris leur place. Cette série qui est sur les bals juifs, donc des lieux de rencontre finalement entre juifs, souvent des mères qui poussaient leurs filles à fréquenter d'autres juifs pour les marier, ou des garçons qui venaient là aussi pour draguer tout simplement. C'est une série que je dirais est plus photographique, dans le sens où ça pourrait aussi être des non-juifs. J'ai été inspiré à la fois par le cinéma, parce que j'ai souvent été inspiré par le cinéma, et là par un court-métrage de Jean-Daniel Paulet, Pourvu qu'on ait l'ivresse, du titre, et j'ai gardé ce titre pour cette série, et aussi par la photographie, par à la fois, je pense, Diane Arbus, qui m'a toujours beaucoup inspiré, et par exemple ce portrait, pour moi, voilà, ça pourrait être un peu de Diane Arbus, ce couple à la fois étrange, pas très beau, c'est un peu à la marge, voilà. Et puis cette photo que j'aime beaucoup, parce qu'elle me rappelle, je ne sais pas pourquoi, mais un peu Brassailles, que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup travaillé la nuit et dans des atmosphères très sombres, qui moi me plaisent aussi beaucoup, parce que enfin, dans les noirs et blancs, j'aime beaucoup les noirs en fait, profonds comme ça. Je travaille beaucoup sur les tirages, je les fais plus moi-même, mais avec un tireur que j'ai depuis des années, et voilà, et donc les tirages pour moi sont très importants. C'est tout ça, c'est tout ce qu'on voit ici dans cette exposition, c'est de l'analogique, donc à partir de négatifs et tiré sur papier sous mon contrôle. Alors ce chapitre, en fait, qui s'intitule Une identité intérieure, est une série de portraits de juifs que j'appelle un peu des juifs ordinaires. C'est-à-dire qu'on est loin de la représentation un peu traditionnelle des juifs religieux avec une barbe et un chapeau et des papillotes, qui, moi, m'a toujours un peu agacé, parce que je trouve que c'est pas la seule façon de montrer les juifs. Et donc j'ai fait une série de portraits de juifs qui n'ont plus de signes extérieurs. Ils n'ont plus, voilà, plus de barbe, même pas de Magen David, mais voilà, ils sont juifs, et il y a une proximité, une intimité entre eux et moi qui font qu'on sent quelque chose, mais peut-être on ne sait pas exactement quoi. Alors cette photo, je l'aime beaucoup, c'est monsieur et madame Friedman, c'était des voisins en fait à moi, et donc je les connaissais bien, je les photographiais souvent, et une fois ce monsieur qui se définissait comme électricien, il était à la retraite, mais comme électricien et poète yiddish, venaient tous les deux avec sa femme de Russie, à Paris, je les ai photographiés, et lui, M. Friedman, un jour m'a dit « Patrick, est-ce que tu veux bien me prendre en photo devant ma machine à écrire qui était avec des touches en yiddish ?» Et je lui dis « Oui, bien sûr », donc je prépare mon cadre, voilà, et puis j'étais prêt à photographier. Et là, il y a sa femme qui vient et qui s'impose. Il n'était pas question que je le photographie lui tout seul. Et donc c'est vraiment la mère juive, la femme juive possessive qui est là. Et lui, il n'était pas content, et on sent son regard comme ça, parce qu'il voulait être seul. Donc j'aime bien cette photo et elle me regarde. Donc j'aime bien aussi dans la photographie ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, ce qu'on suggère et ce que le lecteur peut imaginer. Ici on a une photo, donc un portrait de femme, la mère d'origine égyptienne, juive égyptienne, et ses 3 filles. J'étais très intime avec elle, et surtout Michel qui est devenue une amie intime, et en fait ici on voit bien qu'il n'y a plus aucun signe ostentatoire,
Il y a une forte intimité entre elles, des liens et, je pense, des regards vers moi qui fait qu'il y a une complicité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de... Voilà, on est très loin de l'image du début, des religieux, même des rescapés avec leurs tatouages, qui sont finalement une façon aussi d'identifier qu'ils sont juifs. Et à partir de ce moment-là, de ces photos-là, j'ai commencé, moi aussi, à m'identifier à leur identité. Une identité beaucoup plus intérieure et, pour moi, finalement, beaucoup plus profonde. Mais extrêmement difficile à définir et encore plus à montrer en photographie. Donc c'était une espèce de challenge que j'ai bien aimé défier, un défi en fait, parce que comment montrer quelque chose qui n'est pas visible? C'est une identité un peu invisible. Patrick Zachman explique très bien qu'il est à la recherche de son identité. Il commence par la chercher chez des juifs orthodoxes qui portent des signes visibles, très visibles même, de judéité. Et ensuite, il cherche ce qu'est l'identité juive chez des juifs discrets, on va dire. Et d'une certaine manière, il va finir par la trouver dans sa famille éloignée, chez les cousins de sa mère, originaires d'Algérie, qui vivent en banlieue parisienne et qui, à la différence de sa propre famille, eux, célèbrent le Shabbat, le vendredi soir, les fêtes juives, et chez qui il va trouver une judaïté naturelle, assez tranquille, quotidienne, qu'il n'avait pas avec son père et sa mère qui étaient complètement silencieux sur ce sujet. Cette image d'un linotypiste du quotidien yiddish Neue Presse, Notre Presse, prise en 1983, montre ce qui est aujourd'hui un monde 3 fois disparu. Neue Presse était un quotidien yiddish à Paris qui a disparu en 1994. Donc le quotidien a disparu. Il a disparu parce que les locuteurs natifs, qui avaient été élevés dans la langue yiddish comme langue maternelle, sont aujourd'hui pratiquement tous morts. Leurs enfants, généralement, ont appris le français, mais leurs parents ne leur ont pas appris le yiddish pour mieux les intégrer à la société française. Et puis, ce système qu'on appelle la linotype, qui, à partir d'un clavier, permettait d'obtenir des lignes en plomb pour imprimer le journal, évidemment, ce système a lui aussi disparu. Il a vécu pendant près d'un siècle et il a ensuite été remplacé par les techniques de photocomposition et puis ensuite, bien sûr, par la mise en page et le traitement de texte informatisé. Donc, c'est quelque part un monde 3 fois disparu. Et c'est aussi les derniers survivants du Yiddishland, du monde juif yiddishophone d'Europe, en Lituanie, en Russie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, dont les derniers survivants avaient émigré en France dans l'entre-deux-guerres, et les derniers à être restés après la guerre étaient en France, et pour des raisons évidemment biologiques, ne sont plus là parmi nous. Alors le dernier chapitre de mon livre, à l'époque, qui est sorti d'ailleurs en 1987, qui s'appelait « Enquête d'identité », se terminait par ce chapitre sur ma propre famille. C'est comme si la boucle était bouclée. 5-6 ans après le début de cette enquête, finalement, je m'attaquais à ma propre famille. Et à vrai dire, moi j'ai toujours pensé que pour un professionnel ou pour un artiste, photographier ou filmer sa propre famille est la chose la plus difficile qui soit et la plus périlleuse. On se met en risque alors que photographier des gens inconnus partout dans le monde, finalement c'est très facile. Là, quand on photographie sa famille, on est à la fois dedans et dehors. Et la photographie, c'est une question de distance. La distance, c'est essentiel. Il faut trouver la juste distance. Et quand on est avec sa famille, des fois on est soit trop près, soit trop loin. Donc on ajuste. Là, cette photo, pour moi, elle est importante parce que c'est ma mère qui me regarde, alors que ses 2 sœurs, donc mes tantes, regardent ailleurs, et sans que je leur demande, évidemment,
on fait le même geste, comme ça, comme s'il y avait un lien et quelque chose d'intuitif. Et je me suis rendu compte, encore une fois, ensuite, en regardant la photographie, le tirage, que ma mère me regardait et que moi aussi, je la regardais à travers l'objectif. Et j'avais l'impression que c'était la première fois que je supportais son regard et que je ne fuyais plus. Et donc, j'ai eu le sentiment que ce long travail introspectif, proche de la psychanalyse, se terminait. Comme je l'ai dit, je n'aime pas l'idée d'associer uniquement le judaïsme à une histoire de discrimination. Et dans cette photographie qui s'intitule « Le mariage de ma cousine », on voit évidemment la vie, la joie, le bonheur, et la photo est particulièrement réussie du point de vue plastique. Hein, on sent le mouvement, les cris, l'ambiance du mariage dans une simple image un peu floue, et probablement parce qu'elle est un peu floue, on y sent une vraie dynamique. J'aime beaucoup cette image de Florence, la femme de Patrick Zachman, Florence Miaille, et de leur fils Théo, le jour de la naissance de Théo en 1986, parce qu'elle symbolise la vie. Très souvent, l'histoire du judaïsme est associée aux discriminations, aux expulsions des pays européens, aux camps d'extermination et à la mort. Or, la vie juive, c'est aussi la vie, c'est aussi la joie, et cette image est une très belle image de la vie. En 1983, Patrick Zachman va photographier dans le grand parc des Buttes-Chaumont, au nord de Paris, des retraités qui se retrouvent l'après-midi dans le parc pour parler yiddish, entre eux. À l'époque, ils n'osent pas leur demander leur nom, mais en préparant l'exposition, nous avons pu en retrouver une vingtaine. Nous avons publié un appel à témoignages sur le site du musée et travaillé avec Alice Davy, une historienne qui a contacté des associations. Et nous avons retrouvé une vingtaine de noms. Et là aussi, on est face à un monde disparu, puisqu'aujourd'hui, 40 ans après, tous ces gens sont morts et c'était les derniers personnes qui parlaient yiddish comme langue maternelle à Paris. On reconnaît à l'habit des hommes qu'ils étaient dans la confection. Ils sont très élégants, hein, costumes, 3 pièces, cravate, par-dessus, casquette, chapeau. Et c'est tout à fait typique de cette élégance des ouvriers ce ne sont pas des bourgeois, des ouvriers de la confection. Et on voit parmi eux, l'un d'entre eux, qui lit le dernier journal yiddish publié à Paris, pas Neue Presse, mais Unser Wort, qui était un journal sioniste, et qui le tient à la main en marchant dans les allées du parc. Alors l'image qui est derrière moi, je l'ai prise à New York en 1987, à Chinatown, alors que je commençais une grande série en fait sur les Chinois, sur la diaspora chinoise. Donc j'avais été déjà en Chine, etc. Et j'étais là à New York, et cette image pour moi représente un peu la synthèse de mes deux grands sujets importants, majeurs dans mon œuvre, c'est les Juifs et les Chinois. Et là, j'avais tout d'un coup la synthèse des deux. J'étais en train de travailler sur les boutiques de la confection qui, historiquement, étaient aux mains de Juifs new-yorkais et qui, petit à petit, avaient été supplantés par les Chinois. Et donc, je parlais avec ce Chinois dans sa boutique, et à un moment, il m'a dit « Ah, mais vous êtes juif et tout, mais je vais vous présenter à mon ami juif. » Et c'était juste à côté, c'était un encore qui restait. Et voilà, donc j'ai fait cette image que j'aime bien parce qu'elle est un peu emblématique de mes deux travaux importants. Alors ici, c'est une salle consacrée au génocide au Rwanda des Tutsis par les Hutus, que j'ai faite en 2000, donc 6 ans après le massacre des Tutsis. Pourquoi? Parce que d'une part, avec Paul Salmona, le directeur du musée
d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, avec qui j'ai conçu cette exposition, ça nous semblait important de ne pas en même temps être centré que sur les Juifs, même si c'était une exposition autour de ce thème. Mais j'avais envie qu'il y ait des séries qui fassent écho, à l'histoire du peuple juif finalement. Et là, c'est le premier génocide important après la Shoah, et ça m'a semblé absolument évident que je devais y aller et faire des photos. Alors j'ai rencontré le responsable d'une association Tutsi qui s'appelle Ibuka. Et Ibuka, en rwandais, ça veut dire « souviens-toi ». Et comme tout mon travail finalement repose sur le thème de la mémoire, l'identité, les mouvements migratoires aussi, eh bien, on était en plein dans le sujet sur la mémoire. Et cette personne, ce Tutsi, qui lui-même avait souffert de ce génocide, sans arrêt se référait à l'Holocauste et au travail de mémoire qu'avaient fait les Juifs et les survivants. Voilà, donc il y avait vraiment un pont qui m'a tout d'un coup qui a semblé évident, et une complicité aussi entre lui et moi. Et finalement, grâce à lui, ben voilà, il m'a présenté ces survivants, et j'ai fait des panoramiques, alors comme ça, verticaux. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a semblé comme ça, naturel. Et après coup, j'ai compris sans doute que j'ai fait pour leur redonner toute leur dignité, et pour montrer que finalement, ils étaient debout. Ils tenaient encore debout, malgré tout ce qu'ils avaient vécu. Et donc c'est pour ça qu'ils sont photographiés en pied, et pas seulement leur visage ou une partie de leur corps. Voilà, donc ça c'est sur le Rwanda, et ça fait vraiment écho à la série que j'ai faite à Jérusalem sur les survivants de la Shoah. Ici on est dans une salle dédiée au Chili. Pourquoi le Chili? Parce que en 1998, le dictateur Augusto Pinochet a été arrêté en Angleterre, et là j'ai eu un déclic. Et moi, souvent, pour commencer un travail personnel, j'ai besoin d'un déclic comme ça, tout d'un coup une nécessité de travailler sur un sujet, de documenter, d'aller voir sur place. Et voilà. Et là, donc j'ai été au Chili parce que j'ai compris qu'un travail de mémoire allait pouvoir commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf que la photographie seule ne me suffit souvent pas. Et dans ce cas, c'était flagrant que la photographie seule allait pouvoir peut-être retranscrire par la force de son silence des émotions, et en même temps n'allait pas pouvoir retranscrire la parole des survivants ou des proches des disparus. Parce que au Chili, j'ai travaillé sur la notion de la disparition de la mémoire et la disparition des individus et des corps. Et j'ai travaillé sur le désert d'Atacama, qui est au nord du Chili, et j'ai fait des paysages, ce qui ne me ressemble pas beaucoup, parce que j'aime bien photographier les gens, mais là, j'ai ressenti le besoin de faire des paysages un peu métaphoriques, avec voilà, cette faille dans le paysage qui, pour moi, je ne sais pas, quelque part représentait les failles de la mémoire. Et puis ce cactus géant qui est en forme de Jésus-Christ, qui exprime peut-être une souffrance. Et puis j'ai découvert des sites, des séquelles du passé, qui étaient donc en fait d'anciennes mines de salpêtre à l'abandon, comme ici avec cette locomotive abandonnée. Et c'était, vous savez, au désert d'Atacama, vous pouvez faire sur l'autoroute, la panaméricaine, comme on l'appelle, mais vraiment, vous pouvez traverser ce désert des heures sans voir personne, sans voir même un oiseau, un insecte, parce que c'est très très sec. Et tout d'un coup,
vous apercevez ça, qui est comme un flash de la mémoire finalement, comme dans un rêve. Et là, là j'ai découvert en fait ce lieu qui était une ancienne mine de salpêtre transformée pendant la dictature de Pinochet en un énorme camp de concentration et qui était un lieu aussi de torture. Et là, rien n'indiquait que c'était un lieu de la dictature, rien. Donc c'est des images qui, encore une fois, parlent de l'absence de mémoire et de la volonté de certains États ou de groupes, etc., d'oublier. Et la photographie est là pour rappeler, pour réveiller des souvenirs enfouis. Voilà. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec 2 photographes chiliens qui avaient recueilli des photos des familles de disparus, des photos par les familles de disparus, qui avaient recueilli des photos des disparus que j'ai mis là. Et voilà, donc ce travail, cette salle est en fait un lien vers une autre série vers laquelle on va aller, qui va nous faire comprendre finalement pourquoi j'ai travaillé sur le Rwanda ou sur le Chili. Voilà. Patrick Zachman est né en 1955 et il appartient à une génération qui a été donc née 10 ans après la guerre et qui a été très scandalisée par la persistance, enfin l'existence et la persistance de l'apartheid en Afrique du Sud et par l'existence de mouvements en Afrique du Sud, parmi les afrikaners, de mouvements néo-nazis. En 1990, il se rend en Afrique du Sud pour assister à la libération de Nelson Mandela, le grand leader sud-africain. Malheureusement, il n'assistera pas à la libération de Mandela parce qu'il sera blessé lors d'émeutes au Cap. En revanche, il assistera à Pretoria à ces manifestations de militants néo-nazis afrikaners. Cette cité HLM, d'apparence banale, a été construite dans les années 1930. Lors de la déclaration de guerre, elle n'est pas terminée, et elle va être réquisitionnée par la Wehrmacht, donc par l'occupant nazi à Paris, et à partir de 1941, elle va servir de camp d'internement et de transit par lequel vont passer 63 000 des 75 000 juifs de France qui vont être déportés vers les camps d'extermination. Elle est dans la banlieue de Drancy, à quelques kilomètres de Paris, et évidemment, pour les Français, aujourd'hui, Drancy signifie très explicitement extermination, en tout cas déportation, puisque très peu vont revenir. Mais en 1948, après la guerre, la cité redevient du logement social, et depuis 1948, c'est une cité habitée par des gens très modestes, très souvent d'origine immigrée, et c'est cela que Patrick Zachman va voir, et il va d'ailleurs passer à côté du monument du sculpteur Shlomo Zellinger, qui est derrière nous en quelque sorte lorsque nous regardons cette image, et qui est un monument commémoratif de la Shoah. Alors ce chapitre qui est dans l'exposition et dans le catalogue Voyage de mémoire a été fait à Auschwitz-Birkenau. Je ne voulais pas spécialement aller à Auschwitz. J'avais le sentiment que je n'avais pas besoin d'y aller. Je connaissais l'histoire. Pour moi, c'était un peu fait pour les autres ou pour les lycées. Mais finalement, le hasard a fait que j'y étais accompagné par un survivant qui était là pour transmettre son expérience à des jeunes du lycée. Et c'était passionnant parce qu'il nous racontait vraiment son expérience. Et puis, à un moment, comme je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, et que mes grands-parents avaient été déportés, dénoncés en France, à Paris, par des Français d'ailleurs,
et puis déportés à Auschwitz, où ils ont été assassinés. Il m'a dit, en fonction de la date, c'était fin 1942, il m'a dit forcément, ils sont morts, non pas à Auschwitz, mais à Birkenau. Ils sont arrivés à Auschwitz, mais ensuite ils sont morts à Birkenau. Pour moi, c'est important parce que mon père, qui nous racontait quasiment rien du passé, nous avait quand même dit que ses parents, donc mes grands-parents, avaient été déportés à Auschwitz, toujours. Donc c'est un détail, mais qui a son importance pour reconstruire l'histoire familiale. Et ce survivant m'a amené à un endroit, qui est celui-là qu'on voit sur la photo, qui est les vestiges, en fait, d'une chambre à gaz détruite par les nazis avant d'évacuer le camp. Et il m'a dit, tes grands-parents ont sans doute été exterminés là ou à côté, mais pour moi, symboliquement, c'était une façon de mettre une image manquante, ce que j'appelle les images manquantes, une image manquante sur un lieu, et c'est une façon de... pareil, ce sont des éléments qui, bout à bout, m'ont permis de reconstruire l'histoire familiale et finalement de reconstruire mon identité. Parce que sans histoire familiale, sans récit, on ne peut pas se construire une identité. Et moi, je ne suis pas un photographe de rue, comme on dit street photographer, dans la tradition d'Henri Cartier-Bresson, de Willy Ronis, de gens que je respecte beaucoup, mais je suis moi dans le récit. Je raconte des histoires et pour moi ce qui importe, c'est à la fois l'image isolée, mais aussi dans son contexte. Et c'est la séquence de ces images qui, pour moi, font la force d'une série et même d'une œuvre quand on arrive à y mettre une certaine cohérence. Cette image est aussi importante parce que j'ai compris là, à Birkenau et à Auschwitz-Birkenau, pourquoi j'avais passé tant de temps finalement au Chili, en Argentine, au Rwanda, en Bosnie, travaillant sur les disparus. J'avais pas conscience qu'en fait, à travers l'histoire des autres, je cherchais la mienne et que j'ai compris que ce que je cherchais à travers ces disparus, c'était la disparition de mes propres grands-parents que j'avais jamais connus.